Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième webconférence du TISA que nous vous proposons aujourd'hui sur deux thématiques particulières que sont le panel fournisseur et le design carré to cost. Alors je me présente, moi je m'appelle Fred, je serai l'animateur de ce webinaire et quelques petites règles en amont pour que tout se passe bien. Je vous invite à bien penser à couper vos micros et couper vos caméras. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de vous voir, au contraire on adorerait qu'il y ait tout le monde qui soit connecté, mais pour éviter de manger trop de data et puis qu'il y ait des interférences entre les micros et les haut-parleurs, on préfère faire comme ça. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, donc dans la conversation qui est à droite de la fenêtre Teams. Et à la fin, il y aura une partie pour répondre justement à vos questions. Restez bien jusqu'au bout de la conférence parce que du coup, on vous offre un petit bonus personnalisé. On vous expliquera les conditions de ce bonus à la fin de la conférence. En termes d'agenda, aujourd'hui, on vous propose deux thématiques. La dernière fois, on en avait vu trois. Cette fois-ci, on va en voir deux qu'on va voir un petit peu plus en profondeur. On va commencer par une introduction avec Sylvain Faure. Donc, c'est le fondateur du TISA et l'associé de Fox Design. Il vous reparlera de Fox Design plus tard. Ce sera, comme la dernière fois, une introduction sous forme d'interview. Ensuite, on parlera de panel fournisseur avec Pascal Etienne, de Design Carré to Cost avec Nicolas Libaud, qui est le cofondateur du cabinet Fox Design. Et ensuite, on conclura. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui. Et puis, je vous invite à bien penser à couper votre caméra et votre micro afin de ne pas créer d'interférence. Dernière chose, nous enregistrons actuellement la conférence avec une vidéo. Et donc, pour les personnes qui le souhaitent, à la fin, une fois que la conférence sera passée, on vous proposera la vidéo, ce qui vous permettra de revisionner ce qu'on a vu ensemble. Voilà, pour commencer, je laisse la parole à Sylvain, le fondateur du TISA, qui va nous expliquer un petit peu qui sommes-nous, du TISA. Bonjour à tous. UTISA, créé il y a 8 ans, est spécialisé dans l'optimisation de performance et la création de richesse pour les entreprises industrielles, mais pas que. Si je devais résumer en quelques mots ou en une phrase, c'est on fait gagner de l'argent à nos clients. Les clients, c'est qui? Ça va de la start-up au grand groupe. En grande partie des PME en France, en Suisse, en Europe, nos clients sont en général des concepteurs, des fabricants, des distributeurs notamment, la plupart du temps dans des secteurs tels qu'on les voit à l'écran. Et quelques points communs à nos clients, quels que soient les secteurs, c'est soit ils conçoivent, ou ils développent, ou ils industrialisent, ou ils produisent, ils commercialisent des produits et des solutions, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et du coup, moi je le sais parce que j'ai la chance d'être chez Utisa, mais sur quoi on travaille un peu plus précisément? Alors, UTISA, c'est 25 experts répartis sur nos 4 antennes qui travaillent la plupart du temps en équipe projet pour résoudre des problèmes à l'échelle de l'entreprise globalement ou d'un projet. Et depuis 8 ans, c'est environ 400 missions, une centaine de clients différents que nous avons accompagnés. Est-ce que tu aurais par hasard quelques exemples à préciser pour les personnes qui nous rejoignent pour cette conférence-là? Oui, des exemples, j'en ai un paquet, mais le temps est limité, donc je vais juste vous citer quelques exemples. Par exemple, mettre en place une task force sur un projet qui ne sort pas au coup de revient ou pour gérer une crise. On fait beaucoup de projets de relocalisation industrielle, tout en générant des gains grâce à nos méthodes. On va développer des nouveaux projets en mêlant design et efficacité économique. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec la méthode Design Carré to Cost. On va chercher, valider des nouveaux fournisseurs pertinents et performants pour nos clients. Pascal en parlera un petit peu lorsqu'elle parlera de panel fournisseur. On fait des diagnostics achat, supply ou performance. L'idée, c'est d'aller aider nos clients à identifier les gains possibles en marge, les gains possibles en cash. La trésor, c'est le nerf de la guerre en ce moment, ou les aider à améliorer leur organisation. On va parfois juste donner un coup de main, venir aider sur un projet parce que on manque de bras. On répond à des questions, est-ce que je dois plutôt faire fabriquer ou acheter, etc. Et on propose également à nos clients de se former. On a tout un catalogue de formation pour tout ça. Très souvent, si je devais résumer, on résout un ou des problèmes pour nos clients, des problèmes qui sont même assez souvent amplifiés par la crise actuelle et en général ont un impact sur leur compte d'exploitation ou dans leur bilan sur notamment le BFR de l'entreprise. Du coup, si je comprends bien, vu les différentes missions, en général, les clients ils nous appellent parce qu'on a un problème et à la fin, une fois qu'on a réussi la mission, on a résolu leurs problèmes, voire des problèmes qu'ils n'avaient pas vus au départ et éventuellement gagner un peu d'argent. C'est ça, en effet. L'idée, c'est d'optimiser, je dirais, et de mettre en cohérence l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur de la R&D, c'est-à-dire on intervient très très en amont sur certains sujets, jusqu'à la vie série ou même après la vie série. Et systématiquement, oui, il y a un payback de nos missions et très souvent des retours sur investissement très courts et très intéressants pour nos clients. Par exemple, si je vous montre deux schémas pour illustrer ce qu'on fait un peu plus en détail,
on va mettre en cohérence ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire le besoin, la fonction, quitte à remonter à ce qu'on appelle l'usage. Nicolas vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure quand il détaillera la méthode Design Carry to Cost. Les solutions qu'on met en face, donc ça c'est là où on crée la valeur au départ, et ensuite le chez qui j'achète, le fameux panel de fournisseurs dont Pascal nous parlera, et le comment j'achète, c'est-à-dire l'organisation, les processus, aussi bien au niveau organisation, conception, jusqu'à la supply. À droite, vous pouvez voir quelques exemples, certains d'entre eux, Nicolas reviendra dessus tout à l'heure, sur lesquels on a réalisé entre 20 et 30% de gains. Quand on fabrique, c'est un petit peu la même chose, même si c'est légèrement différent. Il y a toujours ce besoin, cette fonction, les solutions qu'on met en face, sauf que ce coup-ci, je ne vais pas les acheter, je vais les fabriquer. Et la question à se poser, c'est comment j'optimise mes ressources, comment j'optimise mon organisation industrielle, mon système de production. Et là, certains de nos experts vont travailler là-dessus. Et très souvent, au final, on fait les deux en même temps. L'important, c'est d'être cohérent avec la stratégie d'entreprise. Si je résume, en travaillant avec l'ensemble de l'entreprise sur l'ensemble de ces sujets, en mettant l'intelligence collective, à ça, on rajoute l'expérience accumulée de l'équipe, les expertises sectorielles ou techniques. On permet à nos clients d'améliorer leur compétitivité, mais aussi de concevoir à coût objectif des nouveaux produits innovants tout en respectant les plannings, puisque l'intérêt de tout ça en travaillant sur les quatre, c'est d'éviter les boucles, les fameuses boucles de développement qui font que les produits coûtent cher à développer et ça prend longtemps en général. Et l'idée avec l'association, avec Fox Design, c'est d'avoir développé ensemble ces 4 dernières années une méthodologie très efficace pour raccourcir les délais de développement tout en assurant la cohérence entre design et performance économique. Tu peux peut-être nous dire un petit mot rapide sur Fox Design avant qu'on passe à la première présentation? Oui, bien sûr. Avec Fox, on se connaît depuis 6 ans. On est associés depuis 3 ans. Fox, c'est une agence design produit, identité et puis design d'espace également, qui a été cofondée par Audrey, la directrice artistique, et Nicolas, qui est présent ici, il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans l'an dernier. La particularité, je dirais, c'est la capacité des 6 designers de l'agence à travailler en même temps sur les problématiques purement design, avec des méthodologies propres, tout en assurant le côté réaliste de celle-ci et le réalisme de la mise en œuvre grâce à ces méthodologies et ces process dont on va vous parler après. Ça évite, comme je disais juste avant, toutes les pertes en ligne habituelles entre ce qui est rêvé, imaginé, conçu au départ et puis ce qui finalement voit le jour en fin de développement. Ok, merci beaucoup Sylvain pour ce tour d'horizon. Ce que je comprends, et puis pour résumer un petit peu pour nos auditeurs qui sont là aujourd'hui, c'est que particulièrement aujourd'hui, dans cette période de crise, reprise, où il y a beaucoup de challenges à adresser, c'est le moment d'être plus efficace sur le pilotage de la performance et aussi revoir un petit peu sa façon de développer des nouveaux produits. Oui, tout à fait. Et puis, ces maintenant, la reprise se joue dans de nombreux secteurs. On parle beaucoup de relocalisation industrielle, on parle beaucoup du besoin de booster l'industrie en France, du besoin nécessaire de réfléchir à l'impact de l'économie sur l'environnement. En fait, nous, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus. On a relocalisé des dizaines de millions d'euros de l'Asie vers l'Europe depuis 8 ans, y compris pour des secteurs très exigeants qui sont en général plutôt dans l'autre sens, comme l'automobile. Et encore une fois, j'insiste, et je le dis souvent, l'important, c'est la cohérence entre ce qu'il y a en haut des fameux camemberts que je vous montrais juste avant, c'est-à-dire l'usage, la fonction, les performances qu'on veut mettre et les solutions qu'on met en face, et puis tout ce qui est en bas, et notamment le chez qui j'achète et avec qui je travaille. Merci beaucoup Sylvain pour la transition presque faite. Je prends un petit moment juste pour dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Pensez bien à couper les micros et les caméras pour éviter les interférences. Nous venons de voir un petit peu ce que c'était Utisa avec Sylvain Faure, le président. Et aujourd'hui, avant de parler un peu plus tard de la méthodologie de design carré to cost, il y a un peu de bruit. Je pense que quelqu'un a son micro allumé. Si éventuellement vous pouviez bien faire attention à couper votre caméra et votre micro, ce serait parfait. Donc avant de parler de cette fameuse méthodologie de design carré to cost qui est assez novateur, on va d'abord se pencher sur la partie chez qui, donc la partie les fournisseurs, le panel fournisseur. Et pour ça, nous avons la personne qu'il vous faut, donc Pascal Etienne, qui va vous présenter maintenant. Je lui laisse la parole pour vous parler du panel fournisseur afin de pérenniser et performer. Je fais juste une petite aparté. Est-ce que vous pourriez bien penser à couper les micros parce que je m'entends en reverb. Pensez bien à couper les micros. Et maintenant, Pascal, c'est à toi. Je vais laisser mon micro allumé quand même. Ça Sauf toi, pardon. Merci Fred. Alors en effet, chez qui j'achète, c'est la question à laquelle on pense quand on parle de panel fournisseur. Alors dernièrement, j'ai demandé à des acheteurs, des acheteuses, des responsables de service, des dirigeants, des dirigeantes, de me dire comment ils voyaient la pérennité et la performance de leur panel fournisseur dans le contexte actuel.
Et bien souvent, j'ai eu en retour d'autres questions. Comment défendre les intérêts de mon entreprise et ceux de mes fournisseurs en même temps? Mon patron ou ma patronne me demande de faire pression sur mes fournisseurs. Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que c'est raisonnable? Et puis surtout, de quels objectifs de performance on parle finalement? Sur quoi je suis attendue? La question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de capitaliser sur le panel fournisseur pour soutenir les orientations de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure avec Sylvain, être bien en phase et en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Pascal, du coup, tu parles de panel fournisseur. Moi, je me suis toujours un peu posé la question, est-ce qu'on travaille son panel fournisseur ou est-ce qu'on travaille avec son panel fournisseur? Tu fais bien de poser cette question parce que finalement, tu poses la question de la relation fournisseur et la question de la stratégie fournisseur. Le panel, c'est un outil au service d'une stratégie achat. Ce n'est pas juste une liste d'entreprises avec lesquelles on a un courant d'affaires. Et la stratégie d'achat, c'est un vaste sujet sur lequel Utisa on est souvent questionné et que j'adore traiter. On utilise des outils spécifiques pour co-construire les stratégies achats avec nos clients famille par famille. Justement, c'est ce que l'on ne va pas développer aujourd'hui. Oui, non, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, donc, mais pour tout ce qui est stratégie et puis les autres choses que Utisa fait, restez bien jusqu'au bout, on reparlera de ça dans le bonus. Mais du coup, Pascal, dis-moi de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, ce qui m'intéresse là, c'est de rendre concret ce qui peut être fait maintenant. On peut aisément imaginer, si tu passes sur le slide suivant, qu'un constructeur auto, en ce moment, ne va pas se poser les mêmes questions qu'une PME bretonne qui vient d'être certifiée pour son test Covid. De la même façon, les acteurs de l'aéronautique qui ont beaucoup investi ces dernières années pour soutenir la croissance de ce secteur ont certainement en ce moment des sujets très urgents à traiter avec leur panel fournisseur et leur panel de sous-traitants de rang 1 ou de rang 2 d'ailleurs. Ce que je vous propose là, c'est d'être très concret sur 3 exemples que l'on va pouvoir mener avec le panel fournisseur dans la situation actuelle. Qu'il s'agisse d'accélérer la mise en marché de nouveaux produits, d'assurer la reprise des livraisons ou de contribuer à améliorer le résultat de l'entreprise, vous avez plein de leviers à activer auprès de vos fournisseurs et puis on va en voir quelques-uns. Tout d'abord, regardons la sécurisation du sourcing. Si tu passes sur le slide suivant, on va voir qu'on a plusieurs niveaux d'action possibles. D'abord, assurer le service client, avant tout, et à très court terme. C'est le premier niveau du très urgent. Et puis ensuite, on va voir qu'on peut aussi saisir ce moment comme une opportunité de changement, souvent pour pouvoir traiter des problématiques qu'on avait envisagées, qui préexistaient, mais sur lesquelles finalement on n'avait pas mis en place des ressources et on ne les avait pas traitées jusqu'au bout. Et la crise Covid nous montre que finalement, ces situations un petit peu critiques auprès desquelles on arrivait à passer, elles ont été mises en lumière et il faut probablement en traiter certaines. Dans ce premier cas de figure, où on parle de plan de continuité à court terme, le sujet, ça va être de scanner rapidement 100% du panel fournisseur. Le but, en scannant rapidement ce panel-là, c'est de ne mettre son énergie que sur ce qui va être un cas critique pour l'entreprise. Et ce que nous constatons souvent quand Utisa intervient chez certains de nos clients en task force sur ce type de sujet, c'est que les données, elles sont dispersées partout dans l'entreprise et que cibler les priorités en n'ayant pas collecté ces éléments, ça peut être un petit peu difficile. Il faut être rapide, il faut être en mode projet, il faut aller chercher les bonnes informations et les informations qui existent. Alors, quelquefois, elles sont dispersées au sein de l'entreprise, quelquefois dans différents services, quelquefois, ça va être en dehors de l'entreprise. Nous, ce que nous regardons à chaque fois, ce sont des données soit très factuelles, prévision, stock, taux de pénétration chez un fournisseur, etc., mais aussi d'autres signaux plus faibles qu'on va pouvoir sentir par des entretiens, par exemple, comme la dégradation qualité, une difficulté à se connecter avec un fournisseur ou un appel à société d'affacturage. Tout ça, ce sont des signaux qu'on va utiliser pour aller cibler un certain type de risque, qu'il s'agisse de risques en CAPA, de risques de santé financière. Très rapidement, on ne va pas passer la même énergie sur 100% du panel fournisseur. Le premier scan va nous permettre de cibler les priorités et d'aller voir les cas qui sont fortement préjudiciables pour avoir un plan d'action très court terme et puis un plan d'action plus long terme. On va voir dans le slide suivant que certaines situations justifient des actions qui sont des actions de moyen et de long terme. Cette approche-là, d'ailleurs, elle va concerner autant des petites structures, des PME, que des groupes. Alors, lors de notre dernier webinaire, on a parlé du baby cook. C'est un cas que j'aime bien traiter. C'était sur la valorisation des performances produits. Voilà, c'est un cas que j'ai réutilisé parce que on
On est dans un cas de figure où on n'a pas de prévision des clients finaux. On approvisionne des produits finis complets qui nécessitent un SAV. On a des coûts de stock élevés et un fournisseur chinois. Donc là, c'est sans doute le moment de revoir sa stratégie et ça peut être une stratégie de relocalisation qui a été implémentée en partie d'ailleurs dans ce cas de figure. Alors soit en local, on parle de la France, pas toujours en local. On a d'autres exemples là, sur les barres de transmission, par exemple, sur lesquels le ressourcing s'est fait en Europe et c'était déjà une des solutions possibles pour se rapprocher de ce marché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle d'un produit ou à l'échelle d'une famille achat, prendre le temps d'une analyse stratégique. J'ai mis quelques exemples de questions qu'on peut se poser. Là encore, ça justifierait un webinaire en tant que tel. On pourra en parler dans un deuxième moment. Ce que je propose maintenant de regarder, ce sont des exemples de plans d'action toujours liés au panel fournisseur, mais cette fois-ci dans l'objectif d'améliorer le résultat de l'entreprise. Toutes les directions achats vont devoir participer activement à redresser le résultat de leur entreprise. Alors, on peut faire contribuer le panel fournisseur, à condition d'abord de se poser une question. Est-ce que je travaille avec les bons? Autant, Pascal, les bons et les mauvais chasseurs, je sais ce que c'est, mais les bons fournisseurs, comment tu définirais ça, toi? Alors, le bon fournisseur, c'est le fournisseur qui répond à mon besoin. Et on revient au point précédemment cité par Sylvain. Le bon besoin, il faut encore que je l'ai bien qualifié. De quoi ai-je besoin au niveau de mon produit, au niveau de ma ligne de production, en termes d'organisation transverse chez mon fournisseur, en qualité, en supply chain, en innovation, finalement, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui fait les facteurs clés de succès de mon panel? Est-ce que mon fournisseur est en train d'investir sur des sujets qui vont m'être utiles? Est-ce qu'au contraire, il est en train de passer du temps sur une réorientation de son activité? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose, qu'on pose aux clients quand on intervient sur site et qui vont être nécessaires pour décider avec qui je vais travailler mon plan de productivité et quel fournisseur va m'aider. J'ai pris un exemple. On a plein de leviers possibles. On peut intervenir en analyse de process sur ligne de production, on peut intervenir en décomposition des coûts sur les tarifs, on peut intervenir sur les coûts indirects auprès de la supply chain, etc. Là, j'ai mis un exemple de panel fournisseur usinage que je trouve intéressant parce que dans le cas de figure-là, il s'agissait de remettre en cohérence un panel existant avec un certain nombre de contraintes techniques. Donc concrètement, la bonne machine pour la bonne pièce. Sur cette famille d'achat, et c'est vraiment propre à cette famille d'achat, ça n'est pas duplicable systématiquement, l'élément de coût majeur, c'est le coût machine. Et le coût machine, c'est lié au niveau de performance de la machine. Donc, dans ce cas de figure, quand on intervient, on va vraiment faire le lien entre les équipes BE et les équipes achats, et on va essayer de réaffecter à chaque typologie de produit, à chaque besoin, le bon fournisseur avec le bon parc machine. Et on peut déjà, comme ça, à l'intérieur d'un panel existant, remettre le bon niveau de coût en face des fonctions et des performances attendues. Et puis, quelquefois, on peut même élargir, il faut changer le panel, parce que finalement, le panel n'est pas adapté, soit qu'il n'a jamais répondu, qu'il est historiquement là et on ne l'a pas rénové, soit qu'on a changé le besoin, et encore une fois, la situation actuelle peut peut-être nous amener à changer un certain nombre de critères de sélection de notre panel fournisseur. Et là, j'ai mis un exemple dans le secteur de l'automobile, où le panel adéquat devait être défini zone de production par zone de production pour chacune des business units de ce client automobile. Et là, selon les zones de production, il a fallu soit aller faire du sourcing de nouveaux fournisseurs, quelquefois des transferts, de la reconsultation et de l'intégration de nouveaux acteurs. Dans certains pays pour lesquels le réseau fournisseur n'était pas suffisamment solide, il a fallu s'engager auprès du panel existant et le développer, c'est-à-dire leur demander d'investir, les aider à intégrer de nouveaux systèmes d'assemblage. Tout ça, c'est vraiment à voir en fonction du besoin et puis surtout en fonction des priorités de votre entreprise et de vos ressources. À chaque fois, on privilégie une action assez pragmatique et assez court terme avant de proposer des plans d'action très long terme sur lesquels l'entreprise aura du mal à aller jusqu'au bout. Toutes les questions que j'ai parcourues très sommairement précédemment, on va les adresser. Nous, notre rôle en tant que conseil externe, c'est de favoriser la remise en question. C'est aussi de documenter la façon dont on peut lever certains obstacles, parce que ce qui est un frein au changement, c'est parfois l'idée qu'on se fait des difficultés.
On va aussi quelquefois dire les risques qu'il faut maîtriser, qu'il s'agisse d'ailleurs de ne rien changer. Si je ne change rien, comment ça se passe dans les années à venir? Et si je change, comment ça se passe également? On va documenter ces éléments-là, on va les prioriser et c'est ce qui va permettre de faire évoluer son panel fournisseur. Super, merci beaucoup. Alors peut-être assez rapidement parce qu'on est un peu short niveau timing, mais je trouve que tu as parlé beaucoup du coup de l'amélioration du résultat avec ses fournisseurs quand on a un peu sur les produits existants. Mais est-ce que ça marche aussi pour l'innovation? Est-ce que du coup là ton panel il peut t'aider? Comment ça fonctionne dans ces cas-là? Oui, alors ce qui est souvent difficile dans ces moments-là, c'est de choisir le bon fournisseur avec lequel travailler sur l'innovation ou simplement sur le développement rapide de nouveaux produits. Et la question qu'on nous pose bien souvent, c'est à quel moment j'intègre mon fournisseur et dans quel objectif. Alors là, j'ai envie de dire pas trop tôt, parce que sinon le développement va être orienté en fonction des outils productifs du fournisseur. C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Pas trop tard non plus, sinon on n'a plus de levier et il faut garder le maximum d'options pour tenir le coût objectif. Donc, je vais passer la main à Nicolas et il va illustrer la méthode qu'on a co-développée ensemble entre Utisa et Fox pour maîtriser le coût produit et pour bien choisir le moment où on intègre un fournisseur dans le processus de développement d'un nouveau produit. Merci beaucoup Pascal pour ce tour d'horizon sur le panel fournisseur. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. C'était en tout cas super intéressant. Sylvain vous en a parlé du coup au début de la présentation. On travaille avec un cabinet qui s'appelle Fox Design et on a la chance d'avoir Nicolas, le cofondateur de ce cabinet, qui est là aujourd'hui pour nous parler de design carré to cost. Alors c'est la méthode qui vous présentera, mais déjà Nicolas, peut-être pour les amateurs, c'est-à-dire un peu comme moi, qui connaissent pas grand-chose, c'est quoi le design? Donc, bonjour à tous, bonjour Fred. Le design, c'est une conception de produit qui est centrée utilisateur. Donc, on réfléchit à partir des utilisateurs, c'est-à-dire tout au long du cycle de vie du produit, la meilleure conception pour développer le produit. Donc, la méthodologie Design Carré to Cost, on l'a développée maintenant il y a 5 ans, 6 ans, avec donc cette approche centrée utilisateur, elle était très complémentaire de la partie Design to Cost pour avoir une approche complète sur l'identité, sur l'usage et sur la fonction performance. En fait, cette approche-là, elle a un intérêt, c'est qu'elle permet d'avoir une intégration de notions de coût et d'investissement très tôt dans le projet. Donc, ça permet surtout une chose, c'est de prendre des meilleures décisions et aussi de limiter les itérations pour l'entreprise et on va dire d'avoir les concepts et d'aller jusqu'au bout sans déception. Donc, on fait du bon design au bon coût. Il y a 2 configurations pour cette méthodologie. Soit c'est le design qui drive et ensuite le design to cost intervient. Donc, dans cette approche-là, on a 5 phases avec un zeste du TISA. Et l'intervention du TISA permet d'avoir une orientation technico-économique pendant que Fox fait tout le développement, on va dire, traditionnel du design. La deuxième méthodologie, c'est plutôt le coût qui drive le projet, donc avec un objectif de réduction du coût de revient. Et le design se déroule en parallèle d'un travail en 2 phases de design to cost, avec un travail sur les fonctions et les performances pour optimiser les coûts et les investissements. Est-ce que du coup tu pourrais un peu détailler toutes ces phases avec un exemple un peu plus concret pour bien que ça parle à tout le monde? Donc on va prendre le projet Bolloré Protection. On a développé le portillon Airline. Donc le portillon Airline, c'est un portillon de sécurité que vous pouvez trouver à l'entrée des immeubles d'entreprises dans les aéroports. Et vous voyez sur la gauche l'image de gauche, c'est l'ancien portillon et à droite, c'est le nouveau portillon. Donc l'apport qu'on a pu avoir pour Bolloré, c'est déjà le travail du TISA a permis d'obtenir un gain de 30% par rapport à l'ancienne génération de portillons. Pour Bolloré, c'est une identité très forte parce que du coup, on est sur le premier produit d'une nouvelle gamme. Et donc, on a travaillé sur l'usage pour l'améliorer, le rendre plus intuitif et tout ce qu'il y avait au niveau des nouvelles technologies de détection, des moteurs plus compacts et repenser la fabrication, le montage et la maintenance. Donc, on peut voir dans les 5 phases, je vais vous les décrire maintenant. La première, l'idée, c'est de se baigner dans le domaine, de vraiment faire des études terrain, avoir
avoir la connaissance des concurrents, savoir un petit peu comment ça fonctionne au niveau du produit, pour arriver à un cahier des charges d'identité, d'usage et de technique, et une architecture produit. En parallèle, Utisa va faire un benchmark des fonctions, avoir une identification des facteurs de coût pour savoir où est-ce qu'on peut aller chercher du gain, de l'optimisation, et avoir une analyse de la faisabilité technico-économique. Une fois que tout ça s'est défini, on passe en phase de conceptualisation, où là, on va proposer 2 concepts. On va dire traditionnellement dans le design, c'est toujours 2 ou 3 concepts, sauf que l'intervention d'Utisa, et c'est là un peu la subtilité de la méthode qui fait toute sa force, c'est que dès cette phase de concept, il y a une estimation du prix de revient pour chaque concept. Et on se retrouve en fait avec une possibilité de décision qui est assez importante et qui n'est pas sur l'identité, l'usage et c'est beau, c'est pas beau, mais aussi technico-économique. Est-ce que on va vers quelque chose qui me va? Est-ce que le coût de revient paraît cohérent? Est-ce que les investissements sont envisageables? Et donc, c'est l'objet de la phase 2 où un concept est choisi pour après le développer en phase 3 qu'on va voir juste maintenant. Donc la phase 3, le développement, là le concept est retenu. Nous on avait travaillé sur le portillon sur une histoire d'arche, de ruban, faire en sorte que de face il soit assez visible et de côté qui disparaissent un petit peu. Et en parallèle, Utisa avait travaillé tout le panel fournisseur comme a pu l'expliquer Pascal, le profilage, et puis les prix de revient estimés qui étaient bien plus aboutis. Donc on peut le voir illustré par un gain par fonction et l'objectif a été atteint pour avoir un gain de 30%. Il y a même eu des arbitrages qui étaient, le gain était plus important au démarrage, mais de se dire on va rajouter du coup à certaines fonctions pour améliorer et rester dans notre gain d'origine. Donc une fois que le concept est développé, on rentre en phase de prototype et en parallèle pour Utisa de sourcing, ce qui permet d'avoir le produit en main, de bien valider tous les process de fabrication, les matériaux, les plans techniques, faire des tests utilisateurs parce que c'est important de valider que les utilisateurs perçoivent et utilisent le produit et en même temps d'avoir un travail au niveau des chiffrages et des outils de fournisseurs pour la fabrication qui amène à l'industrialisation en phase 5 pour lancer le produit et la production. Merci beaucoup pour tous ces détails. Alors effectivement, ceux qui ont eu la chance de déjà voir en vrai Sportic, ça n'a rien à voir avec ce qui avait été fait avant et on voit vraiment l'augmentation de la valeur perçue. Est-ce que du coup, tu aurais d'autres projets un peu que vous avez menés entre Fox et Utisa pour illustrer? On va en prendre un dans un premier temps, c'est Rénoval. On en a mené depuis 5 ans, on a dû en mener une vingtaine, je dirais. Rénoval est un projet qui est assez emblématique aussi parce que l'objectif de Rénoval, c'était un gain de 15% sur le coût de revient du produit pour aller attaquer le marché de l'entrée de gamme. Et donc, on va dire les étapes de design to cost ont été réalisées par Utisa pour ressortir là où on pouvait aller travailler les fonctions performance et obtenir des gains plus importants. Et en parallèle, nous, on a travaillé sur la notion de panorama, l'ouverture de la véranda, pour avoir une identité forte. Et on a travaillé sur des arguments commerciaux en faisant en sorte que la véranda soit optionnable au fur et à mesure de sa vie. Et ça change beaucoup la donne au niveau du produit. Redex, c'est un projet de machine d'enroulement de fil où l'intervention elle était sur le capotage, faire en sorte que l'opérateur ait plus de facilité à utiliser la machine. Donc il y avait aussi tout un travail d'optimisation et de gains et de coûts, et faire en sorte que l'identité Redex soit bien plus importante parce qu'on était sur des machines carénées, on va dire à l'ancienne dans l'industrie, très, très basiques. L'idée, c'était de lui redonner une identité plus forte. Un autre projet, c'est Belém. On a travaillé sur la marquise. Donc là, on a vraiment mené en parallèle la configuration de design to cost plus de design. Et ça a permis de sortir une marquise avec un usage et une identité très forte, faire en sorte qu'elle soit raccord avec toute l'identité des portes Belém et avoir aussi
voilà, un travail au niveau des coûts pour que le prix public soit atteint et qu'il permette d'être à la hauteur de ce qu'attendent les utilisateurs. Donc, ce que je vois, moi, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette méthode, Utisa et Fox, ils vont toujours un peu au-delà des attentes du client. Puisque bah, Bolloré, tu disais, il voulait un nouveau produit qui était 30% moins cher, puis finalement, bah, une nouvelle identité, des nouvelles technos, une nouvelle façon d'utiliser, quoi, un nouvel usage pour les utilisateurs. Dans le cas de Rénoval, au début, ils voulaient juste un prix pour avoir une véranda entrée de gamme, et puis bah, ils ont développé toute une nouvelle identité. Donc, en gros, dès qu'on commence à utiliser cette méthode qui est, pour nous, ça paraît normal parce qu'on la connaît, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, je pense que c'est assez révolutionnaire. On va bien au-delà des résultats. Et est-ce que tu aurais d'autres exemples un peu d'avantages qui peuvent aider les clients qui utilisent cette méthodologie? On va prendre un dernier exemple, c'est Cadden. Donc Cadden, c'est un produit tout nouveau, ça n'existait pas sur le marché. Donc là, il a fallu penser les usages, penser l'identité, revoir la technologie avec les BE en interne de chez Cadden. Et c'est un système de GPS pour les bateaux, pour les pilotes de port qui guide les bateaux, on va dire, jusqu'au large. Ça a notamment participé à la sortie du Queen Mary 2 quand il est revenu à Saint-Nazaire il n'y a pas longtemps. Et l'idée du produit, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, alors que technologiquement à l'intérieur, c'est très complexe. Mais c'est là où il y a eu tout un travail de fonctions intérieures technologiques qui ont été travaillées par Utisa. La coque qui a été dessinée par Fox, ensuite industrialisée et pilotée par Utisa pour avoir quelque chose qui soit, on va dire, facilement réalisable en petite série. Vous voyez, on peut travailler sur des très grandes séries de produits, mais aussi sur des petites séries. On va être sur Cadden, on est sur 40 pièces par an, donc on est sur quelque chose de plus petite série. Donc, et on peut partir d'un produit existant et on peut partir d'un produit ou juste d'une problématique. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas, pour ce... Pardon. L'important, c'est que cette méthodologie-là, elle apporte peu d'itérations, surtout, donc peu de déceptions, c'est-à-dire que dès les concepts, on propose quelque chose qui est viable, on va dire, en coût, et donc ça permet de ne pas créer de déception et d'aller jusqu'au bout et de respecter le concept qui a été proposé. Super, merci beaucoup. Et je rajouterais aussi que là, on a vu des produits qui sont plutôt haut de gamme où les coûts de production sont assez élevés, mais ça peut vraiment marcher pour tout. Et à partir du moment où on a un développement traditionnel, où normalement on a des étapes comme ça d'affilée, où on a des options qui tombent au fur et à mesure parce que les prix sont pas au rendez-vous, bah, cette méthode, elle permet de justement, dès le début, faire quelque chose de novateur et à coût objectif. Merci beaucoup, Sylvain, Pascal, Nicolas. On arrive doucement vers la fin de la présentation. Est-ce que, du coup, on a un petit moment éventuellement pour des questions? Alors, je regarde dans le chat, je ne vois pas spécialement de questions. Jean-Christophe, est-ce que par hasard, tu aurais des questions qui auraient été posées par des participants? Bonjour à tous. Oui, il a été relevé quelques questions. Comme Nicolas a été le dernier intervenant, j'ai 2 questions sélectionnées pour Nicolas. Nicolas, une des questions était est-ce que les méthodologies que tu as présentées fonctionnent systématiquement? Est-ce que c'est un outil qui a 100% de réussite? Et est-ce que tu as des cas où vous êtes sorti des clous en termes de coûts objectifs? Déjà, pour répondre au début de la question, il y a le fait qu'il y ait 2 configurations de méthodologie permet de l'adapter en fonction des projets. C'est-à-dire, c'est soit le design qui drive, soit c'est la partie coût qui drive. Donc, les 2 configurations permettent de bien composer et de s'adapter aux typologies de produits et l'univers dans lequel on va s'inscrire. La deuxième partie de ta question, en général, vu que c'est pris très très en amont au niveau des coûts, on a la possibilité de rebondir assez facilement. C'est-à-dire que les jalons fin de phase 1 et fin de phase 2 permettent d'anticiper justement pour faire en sorte qu'on soit vraiment à chaque fois dans les clous des objectifs. Après, il y a des fois, les objectifs sont redéfinis par rapport à ce qui ressort et les gains qui sont envisagés ou le design qui ressort, parce qu'il y a des fois, on peut créer plus de valeur ajoutée et ne pas avoir de gains, mais avoir une valeur ajoutée supérieure. D'accord. Et une dernière question qui a été posée, est-ce que vous pouvez vous engager au résultat et vous rémunérer sur les ventes dans ce genre d'action?
On va dire oui pour une partie du projet. Je dirais sur les 2 premières phases, voire 3 premières phases, on est plutôt sur un forfait. Et les 2 dernières phases peuvent être sur le résultat. Ça peut être une orientation possible et ça a déjà été pratiqué 2 fois sur les projets et c'est largement envisageable. Jean-Christophe, est-ce que tu aurais par hasard une question pour Pascal sur la partie fournisseur, panel et tout ça? Oui, oui, il a été posé une petite dizaine de questions. On va en garder quelques-unes. Pascal, bonjour d'abord. Et une question, comment sécuriser à court terme les fournisseurs et comment comprendre leur situation financière dont tu nous as parlé? En fait, quand on intervient chez Utisa en équipe sur ce genre de projet où il faut aller très vite, on va aller chercher justement des expertises un peu particulières, c'est-à-dire des personnes qui soit connaissent très bien les familles d'achat concernées chez nos clients, soit qui ont des expertises en particulier sur l'analyse financière, par exemple. Alors, selon les familles d'achat et selon les entreprises, soit on va cibler des risques liés à la capacité de production, au taux de service, soit on va cibler en effet des risques plus de cessation d'activité, de faillite. Et notre savoir-faire, ça va être d'aller vite et de préconiser, surtout une fois qu'on s'est dit ça, des plans d'action très pragmatiques et court terme. D'accord, c'est clair. Alors, une dernière question qui m'a paru très intéressante. Et quand vous partez, il se passe quoi? Alors, selon la demande des clients chez qui on intervient, soit on est dans un mode dans lequel on travaille avec les équipes et on construit avec les équipes pour passer les compétences de telle façon que la prise de relais soit très naturelle et très évidente lorsque l'on part, puisqu'on n'a jamais vocation à rester. Nous, on a vraiment vocation à mettre en place, à participer, à passer le relais. Soit on est au contraire dans des démarches beaucoup plus courtes sur lesquelles on nous demande d'être totalement pilote et contributeur, auquel cas on a des jalons de partage, on cède les outils avec lesquels on a travaillé et on a ce processus de formation pour prise en main par la suite des équipes. Très bien. Merci JC pour les questions. Merci Pascal. Merci Nicolas. Il est doucement l'heure de conclure. Nous sommes dans les temps, c'est parfait. Alors, merci de votre attention. Merci d'être resté jusqu'au bout. On est quasiment 70 personnes dans la webconférence. Ça fait plaisir. Alors, on voulait vous dire, on vous enverra le catalogue de formation par mail. Alors, c'est un catalogue de formation développé par Utisa. C'est des formations qui sont très pragmatiques sur une journée où on voit à la fois des problématiques, des problématiques très métiers, très techniques, donc comme l'usinage, l'électronique ou des choses comme ça, ou plutôt des formations sur des expertises achats. On va voir la négociation, la stratégie achat, Pascal en parlait, toutes ces choses-là. C'est des formations qu'on fait de plus en plus, qu'on peut proposer aujourd'hui en visioconférence avec les problématiques de confinement et qui sont, je dirais, à un prix, sans vouloir faire le vendeur de tapis, mais à un prix très abordable vu la qualité des formations. Par rapport au bonus, on vous en parlait, du coup, pour vous remercier d'avoir participé à la conférence, on vous propose comme bonus personnalisé d'avoir un échange avec une personne d'Utisa sur votre problématique aujourd'hui. Et du coup, de vous poser éventuellement quelques questions qui vous permettraient de creuser un peu le sujet différemment. Donc, si vous identifiez une problématique que vous aimeriez adresser, que ce soit des problématiques court terme sur vos fournisseurs aujourd'hui qui vont peut-être avoir des problèmes pour s'approvisionner, peut-être sur vos fournisseurs de rang 2, peut-être plutôt sur du cash ou du besoin de fonds de roulement, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, il y a l'adresse d'Angèle ici qui vous répondra en nous expliquant un peu la problématique. Et puis, on choisira parmi les 25 personnes d'Utisa la meilleure personne pour vous répondre. Puisqu'on a du coup chacun un peu notre expertise et on vous appellera pour à peu près 20 minutes de discussion pour comprendre un peu quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question et puis éventuellement comment Utisa peut vous aider. N'hésitez pas à nous écrire prochainement. Et puis surtout, c'est notre deuxième webinaire, donc c'est encore, on en est au balbutiement de ce format. Mais donc voilà, si vous avez des retours, des avis, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit par mail, que ce soit via LinkedIn, où on est assez actifs ces derniers temps. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de présenter ça devant vous aujourd'hui. On vous remercie chaleureusement d'avoir participé. Il est midi pile. C'est merveilleux. Nous sommes dans les timings, comme d'habitude. Je rends l'antenne. À vous les studios. Je vous invite du coup à vous déconnecter. Si vous souhaitez la vidéo, nous pourrons vous l'envoyer également. Merci à tous les animateurs. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci à toi, Frédéric, et bravo pour la ponctualité. Et
Encore une dernière info, nous refaisons un webinaire normalement dans 2 semaines. Donc, ce sera le 30 juin. Les sujets sont encore à définir. Restez à l'affût de LinkedIn et de vos mails pour pouvoir vous inscrire. Je vous remercie et puis je vous invite à vous déconnecter. Je reste comme ça. Merci, bonne journée à tous.